Chu-An, c'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement à partir de 14 ans pour des parties d'environ 25 minutes. C'est un jeu de défausse de cartes et comme la plupart de ces jeux, vous allez trouver dans le jeu principalement des cartes numérotées, sauf que celui-ci est un peu plus thématisé que les autres puisque ça va vous plonger dans l'univers d'intrigue politique des dynasties chinoises de la Chine ancienne. Donc vous allez incarner donc le clan Shu, le clan Han. Enfin, les cartes vont être mélangées, mais en gros, ça se passe à cette époque-là. Vous avez d'ailleurs un second petit livret, en plus du livret de règles, qui va vous présenter tout le contexte historique et vous décrire les différents personnages que vous allez trouver sur les cartes. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est un peu plus poussé, on va dire, que des simples numéros. Il y a un contexte. Mais dans la pratique, vous allez voir, c'est voilà, un jeu de défausse. Il va falloir essayer de vider sa main le premier pour marquer des points. Et le but du jeu, c'est d'arriver le premier à 31 points de victoire pour remporter la partie. Donc je vous présente ça tout de suite. Pour la mise en place, vous avez un petit plateau dragon qu'il faudra assembler, qui va servir à compter les points. Un joueur va incarner le clan Han, l'autre le clan Chu. Le clan Chu commence à 1 point, le clan Han à 0, et ce sera le clan Han qui va commencer la partie. Donc le clan Han va avoir ses 2 petites plaquettes d'aide de jeu de forme sphérique, et le clan Chu va avoir les hexagones. C'est exactement la même chose qui est écrit dessus, c'est juste pour différencier. Ensuite, on va avoir des petits jetons d'écret. Donc là, il y en a un certain nombre que vous mettrez à côté du plateau. Vous allez avoir un paquet de cartes à dos bleu qui seront des événements. Donc ces événements-là, je les expliquerai après, mais on vous dit que pour les premières parties, vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Donc vous pouvez vous en passer. Pour quand vous serez un peu plus à l'aise, vous pourrez les utiliser. Je vous expliquerai après comment. Et ensuite, vous allez avoir des cartes à dos rouge. Donc ça, ce sont les cartes principales du jeu. Ces cartes-là, il faudra toutes les mélanger en début de partie et on va faire 3 tas. Donc il y aura 15 cartes qui seront attribuées aléatoirement à un premier joueur, 15 autres cartes à un autre joueur. Donc les joueurs garderont évidemment face cachée dans leurs mains. Je les ai mises étalées ici pour les explications. Et les 16 cartes restantes vont être en tas et on fera en sorte de mettre en travers les 4 dernières cartes du deck qui ne pourront jamais être piochées. Elles pourront être visualisées, mais elles ne pourront pas être piochées. Donc ça, ce sera la mise en place à faire au début de chaque manche. On mélange toutes les cartes, 15 cartes à chaque joueur et 16 cartes en tas avec les 4 dernières un peu de travers. Une fois qu'on a fait tout ça, on est prêt à commencer la partie. Une partie de Chu-An va durer un certain nombre de manches, jusqu'à ce que, comme je vous ai dit, un joueur réussisse à arriver à l'œil du dragon, donc pour marquer 31 points. Dès qu'un joueur arrive à 31 points, il est déclaré vainqueur tout de suite, même si c'est au milieu d'une manche. Vous allez voir qu'on peut marquer des points pendant les manches, et la plupart des points sont quand même marqués à la fin d'une manche. Donc sur ces cartes, on va avoir des illustrations avec des personnages, qui seront donc les mêmes personnages pour chaque valeur de carte. Les cartes vont aller de la valeur 0 à la valeur 9, en sachant qu'il n'y a qu'un seul 0, qu'un seul 9, et ensuite il y a 2 8, 3 7, 4 6, et on remonte comme ça jusqu'à 9 cartes de valeur 1, qui est donc Chengpin. Donc plus la valeur est faible, plus il y a de cartes présentes dans le jeu en nombre d'exemplaires. Vous aurez de toute façon donc la valeur indiquée en haut à gauche des cartes, l'éventuel petit pouvoir de la carte quand il y en a, je vais y revenir, et les petits points en dessous indiquent le nombre d'exemplaires de la carte présente dans le jeu. Donc vous voyez que la carte 1, elle est en 9 exemplaires, la carte 2 en 8 exemplaires, la carte 5, mais il n'y en a que 5. Donc ça, c'est pour la répartition des cartes, ça a quand même son importance, il faut le savoir en début de partie. Ces cartes-là, on va donc le premier joueur, donc ce sera le joueur Han. Ce joueur-là va ouvrir la partie. Le joueur donc qui ouvre la partie a l'initiative, et quand on a l'initiative, on va avoir la possibilité de jouer des cartes avec un pouvoir d'initiative. La plupart des cartes du jeu n'ont pas de pouvoir, donc toutes les cartes 1, 4, 5, 7, 8, 9 n'ont pas de pouvoir. Par contre, les cartes 3 et 6 ont toutes des pouvoirs différents, et les cartes 2 permettent de scorer des points de façon un peu particulière. Mais avant de revenir sur ces pouvoirs, je vais vous expliquer donc un pli, comment ça se passe, une tour de jeu. Donc un joueur va pouvoir jouer une combinaison de cartes de sa main, celui qui a l'initiative. Les combinaisons de cartes, c'est simple, on joue soit une carte seule, soit plusieurs cartes de la même valeur, et le joueur d'en face va devoir répondre en jouant le même nombre de cartes que ce qui a été déterminé, mais avec une valeur plus forte. Donc c'est un mécanisme très connu de ce genre de jeu de défausse. Donc là, par exemple,
Le premier joueur pourrait jouer ces 2 cartes 5 ici. Pour lancer la partie, le joueur adverse va devoir jouer 2 cartes de même valeur supérieure à 5. Donc là, pas de bol, j'ai absolument rien pour faire ça. Dans ce cas-là, je vais être obligé de passer. Dès lors qu'un joueur passe, toutes les cartes au centre vont être défaussées, donc il y aura une défausse qui sera face visible et qui sera consultable à tout moment, ça a aussi son importance. Et le joueur du coup qui a remporté le pli va pouvoir jouer à nouveau une nouvelle combinaison, il gagne l'initiative et il peut recommencer à jouer une combinaison de cartes. Donc là, pour l'exemple, admettons, il va jouer une simple carte 4. Je dois répondre en jouant donc une seule carte, le même nombre de cartes, avec une valeur plus forte. Je pourrais jouer ma carte 5 ici. Puis c'est à nouveau au premier joueur de jouer une carte, donc il doit jouer une carte plus forte que 5. Pour le coup, il en a pas, donc il doit passer son tour à son tour, pour le coup. Et on défausse toutes les cartes, et c'est lui, du coup, le joueur de gauche, qui gagne l'initiative. Donc il peut à son tour jouer une combinaison de cartes, donc de 1 à X cartes, de même valeur. Et on alterne comme ça les tours. Donc ça, c'est les règles de base. Très basique, très simple. Sauf que toute la subtilité du jeu va venir des petits effets des fameuses cartes numérotées 3, 6, et éventuellement des cartes de valeur 2. Il y a aussi un principe d'initiative donc pour certains pouvoirs qui ne pourront s'activer que avant de jouer des cartes. Et il y a aussi les fameux jetons décrets qui vont aussi avoir leur importance au début du tour. Donc j'explique ça de suite. Donc première chose, quand un joueur a l'initiative, avant de jouer les cartes au centre de la table, il peut jouer une carte avec un pouvoir d'initiative. Les cartes avec un pouvoir d'initiative, il y en a 3. Ce sont des cartes de valeur 3 et 6. La première, c'est Jibu, donc elle va permettre de regarder les 4 premières cartes du deck ici, pour savoir ce qui doit arriver, et de les reposer directement dans le même ordre sur la pioche. Donc le joueur qui veut faire cet effet-là va devoir jouer la carte correspondante, donc c'est celle-ci pour le coup. Les cartes avec un pouvoir d'initiative ont un point d'exclamation en dessous de leur valeur. Donc ça, c'est une carte à l'initiative. Le joueur, avant de jouer, peut jouer cette carte, regarde les cartes qu'il a dans la pioche, les remet, et défausse la carte. Quand on joue une carte pour son effet, elle est tout de suite défaussée et on ne tient pas compte de sa valeur. Donc ça, c'est le premier pouvoir d'initiative. Le deuxième pouvoir d'initiative, c'est Yuji, donc c'est cette carte-là, c'est aussi une carte de valeur 3. Quand un joueur a l'initiative, donc il peut décider avant de jouer son tour de jouer cette carte, et là ça va lui permettre tout simplement de défausser une autre carte de sa main directement. Donc il pourrait par exemple défausser son 4 ici. Donc les 2 cartes sont défaussées, et il a joué son pouvoir d'initiative, donc on peut ensuite commencer le tour normal. Donc on ne peut jouer qu'une seule carte d'initiative quand on a l'initiative, et vous allez voir qu'il y a des effets qui permettent d'annuler des effets de cartes. Si jamais on se fait annuler sa carte d'initiative, on peut pas en jouer une autre. Voilà, ça c'est pour la petite règle. Le dernier pouvoir d'initiative, c'est celui qui va permettre, c'est donc Jingbu, donc ça c'est une carte de force de niveau 6, elle est ici. Et elle va permettre au joueur qui la joue d'aller regarder dans la défausse et de récupérer une carte de valeur 1 à 5 de son choix. Donc il pourrait récupérer une carte de valeur 5 par exemple, il pourrait aussi récupérer une carte de valeur 3 pour avoir un nouveau pouvoir d'initiative. Enfin, il prend une carte comprise entre 1 et 5 de la défausse et il défausse cette carte. Donc ça, ce sont les 3 pouvoirs. Il n'y a que 3 cartes du coup dans le jeu qui peuvent avoir ces pouvoirs, qu'on peut jouer avant de commencer un tour, lorsqu'on a l'initiative. Ensuite, les autres cartes avec des pouvoirs, on va les faire dans l'ordre numérique. Vous avez le 0, donc le 0, si vous le jouez tout seul, il vaut 0. Vous en défaussez et l'autre joueur doit jouer une carte de valeur plus forte pour pouvoir surenchérir et vous alternez. Mais il a aussi le pouvoir, le 0, de prendre la valeur de n'importe quelle autre carte. Donc ça peut être un joker. Il pourrait très bien être joué, par exemple, avec ces 3 cartes de valeur 4 pour être une 4e carte. Donc là, on aurait joué 4 cartes de valeur 4. Donc c'est le petit pouvoir du 0. Le 0, il n'y en a qu'un dans le jeu. Il sert à augmenter le nombre de cartes d'une valeur. Ensuite, on a les cartes de valeur 2. Les cartes de valeur 2, elles sont un peu spéciales. Elles vont permettre, si on arrive à en avoir au moins 6
et de les jouer directement, de marquer directement des points de victoire. Donc là, c'est le cas de ce joueur. Si à tout moment dans le tour, il arrive à jouer ses 6 cartes de valeur 2, il va marquer tout de suite 6 points de victoire. Donc il avance tout de suite son marqueur de 6 points de victoire. S'il avait réussi à jouer 7 cartes, il aurait marqué 7 points de victoire, 8 cartes, 8 points de victoire, et au maximum, de toute façon c'est 8, donc il peut avoir que 8 cartes de valeur 2, éventuellement 9, s'il a les 8 cartes de valeur 2 et qu'il rajoute le 0, et s'il joue 9 cartes de valeur 2, il marque 9 points de victoire directement. Donc à partir de 6 cartes jusqu'à 9 cartes, ça fait marquer autant de points de victoire directement. Si par contre on ne joue que 5 cartes ou moins, on a joué une combinaison, mais ça ne nous fait pas marquer de points. Donc ce sont les cartes de valeur 2, on va essayer d'en avoir le plus possible et d'en piocher dès qu'on peut. Et ensuite, je vous dis, ça va être les cartes de valeur 3 et de valeur 6 qui vont avoir des pouvoirs. Donc on a déjà vu les pouvoirs d'initiative de certaines cartes. On va avoir 2 cartes qui peuvent se jouer en réaction. Donc ce sont des cartes qu'on ne joue pas à son tour, qu'on va jouer au tour de l'adversaire pour annuler une capacité spéciale que l'adversaire est en train de jouer. Donc admettons, mon adversaire veut jouer cette capacité spéciale, que j'expliquerai juste après. Je peux, si j'ai la bonne carte, à savoir celle-ci, qui a une petite croix ici, la jouer tout de suite pour lui dire non, tu fais pas ton effet, je te l'annule grâce à ma carte. Et dans ce cas-là, il est obligé de défausser sa carte, elle est perdue, et l'effet ne s'applique pas. À cette carte de réaction, avec une petite croix, l'adversaire peut contrer à son tour avec l'autre carte de réaction avec 2 croix pour le coup, qui permet d'annuler la carte réaction avec une croix. Donc en gros, vous avez 2 cartes comme ça, une qui va annuler n'importe quel effet du jeu, et une autre qui va pouvoir annuler la carte qui annule un effet du jeu. Donc là, ça va dépendre de qui a les cartes pour éventuellement faire ces effets. Ce sont les seules cartes qu'on peut jouer quand ce n'est pas son tour. Il reste 6 cartes à pouvoir à expliquer, donc les autres cartes de valeur 3 et de valeur 6. La première, c'est celle-ci, donc on va défausser tout ça pour faire un peu de place. Celle-ci, quand on la joue, donc pour son effet, encore une fois, je vous rappelle que les cartes, on les joue soit pour leurs effets, soit pour leur valeur, mais pas les deux. Quand on la joue pour son effet, celle-ci, elle va vous permettre de répondre avec une série de même rang. Donc admettons que mon adversaire a joué 2 cartes de valeur 1, je peux à mon tour jouer cette carte pour son effet et dire moi je vais répondre avec aussi des cartes de valeur 1. Sinon la règle c'est qu'on doit toujours avoir des cartes supérieures. Donc je joue cette carte pour appliquer son effet, je la défausse et je peux jouer 2 cartes de valeur 1, donc de valeur égale, grâce à ce pouvoir. Ça c'est un premier effet. Ensuite vous allez avoir cette carte-ci que vous pouvez jouer pour passer, donc perdre le pli, mais gagner quand même l'initiative. C'est-à-dire que là, admettons, c'est à moi de jouer, je peux pas jouer mieux que ça. Dans ce cas-là, je joue cette carte. Je dois donner 3 points à mon adversaire. Donc mon adversaire va prendre 3 points. 1, 2, 3, tout de suite. Ça met fin au pli puisque je passe, mais par contre, c'est pas mon adversaire qui gagne l'initiative, c'est moi. Je gagne quand même l'initiative. En gros, j'ai payé 3 points de victoire pour quand même gagner l'initiative, même si j'ai pas joué de carte plus forte. Donc ça peut être intéressant à certains moments. Je vous rappelle que quand on a l'initiative, c'est le seul moment où on peut jouer les pouvoirs d'initiative et surtout, on peut jouer les cartes qu'on veut de sa main. Autre carte à effet intéressante, c'est celle-ci, donc avec le petit pouvoir là. Cette carte-là, quand on la joue, elle va nous permettre de jouer une combinaison de cartes de valeurs différentes, cette fois. Il faut que toutes les cartes soient de valeurs différentes, et la combinaison prendra la valeur de la carte la plus faible de cette nouvelle combinaison. Je m'explique. Si je joue cette carte au début de mon tour, au lieu de jouer des cartes identiques, je peux très bien jouer des cartes de valeurs différentes. Admettons, hop, je joue ces 4 cartes. Elles sont toutes de valeurs différentes, c'est la condition. Et elles prennent toute la valeur de la carte la plus faible, donc de la carte 1. C'est comme si j'avais joué 4 cartes de valeur 1. Donc c'est un pouvoir qui va permettre de casser la règle de jouer des cartes identiques. Grâce à cette carte, on peut jouer des cartes différentes. Et on peut jouer ça, évidemment, en réponse à un pli précédemment posé. Si un joueur avait, par exemple, joué 3 cartes 1, pour répondre à ça, il aurait fallu que je joue 3 cartes de valeur supérieure à 1. Admettons, je les ai pas, mais j'ai mon petit pouvoir spécial ici. Je le joue et je peux jouer du coup ces 3 cartes-là, et c'est comme si j'avais joué 3 cartes de valeur 2, la valeur la plus faible. Et du coup, je respecte la règle.
Donc voilà pour ce pouvoir qui permet de casser un peu la règle du jeu. Autre pouvoir, celui-ci. Celui-ci, quand on le joue, le 6 ici, il permet donc de payer un point de victoire à l'adversaire, donc vous donnez un point à l'adversaire, mais vous lui renvoyez la réponse. C'est-à-dire que normalement, c'est à vous de jouer et de faire mieux que ce que vient de jouer votre adversaire. Ben, en jouant cette carte, ben, vous dites, ben non, vas-y, fais mieux que ce que tu viens de faire. Et vous lui laissez l'obligation de jouer mieux. Donc ça peut être intéressant aussi si vous savez qu'il pourra jamais faire mieux. Ensuite, vous avez ce 6, Liu Bang, qui peut être considéré comme une carte de valeur 10 pour battre un 9, uniquement pour battre un 9. Donc quand vous jouez donc des cartes seules, que vous surenchérissez sur des cartes seules, donc 1, 2, 3, 4, si un joueur joue le 9, que vous avez cette carte-là, ben vous pouvez la jouer pour battre le 9 avec un 10. C'est son seul effet, ça peut être intéressant dans certains cas. Et la dernière carte, c'est celle-ci, de valeur 6 aussi. Si vous la jouez pour son effet, vous perdez l'initiative, donc vous donnez l'initiative à votre adversaire, vous passez votre tour. Mais par contre, à partir de maintenant, tous les points que vous marquerez pendant la manche seront doublés. Alors ça peut être les points que votre adversaire va vous donner avec certaines cartes qui vous donnent des points, comme je vous ai montré tout à l'heure, ou bien les points attribués en fin de manche, qui seront du coup doublés par rapport à ce que ça doit être normalement. Et du coup, je vais expliquer ces fameux points de fin de manche. Donc, on a vu tous les effets des cartes un peu spéciales, donc il y en a quelques-unes. Elles sont toutes bien expliquées. Après une ou deux parties, vous comprendrez facilement à quel moment les jouer. Au début, c'est un peu déstabilisant, mais ça rentre assez vite. Les règles de base, vous les avez. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dès qu'un joueur arrive à vider sa main? Tout simplement, ça met fin à la manche en cours et on passe à un petit décompte de points. Ce décompte-là, il est simple. Vous allez regarder le nombre de cartes que l'adversaire a dans sa main, et c'est autant de points que vous allez marquer dans une limite de 5 points maximum. Donc si un joueur a 1, 2, 3, 4 ou 5 cartes, vous marquerez 1, 2, 3, 4 ou 5 points. Si le joueur a plus de 5 cartes, 6, 7, 8, vous marquerez quand même 5 points. Et à ces points-là, vous gagnerez 1 point par jeton d'écré que l'adversaire aura récupéré pendant la partie. Donc chaque jeton d'écré qu'un adversaire va utiliser, s'il perd la manche, ce sera des points de victoire donnés à l'autre joueur. Et enfin, donc ces jetons d'écré, à quoi ils servent? À chaque début de tour, quand c'est à vous de jouer, que vous ayez l'initiative ou pas, que ce soit un tout début de manche ou pendant une partie, avant de jouer une combinaison de cartes, vous pouvez décider de prendre un jeton d'écré pour piocher les 2 premières cartes du deck et les rajouter à votre main pour espérer avoir une combinaison ou des cartes plus intéressantes pour pouvoir jouer. Donc ça, vous pouvez le faire une fois à chaque fois que c'est à vous de jouer, dans la limite de 6 jetons. Donc il y a 6 jetons au maximum, vous pourrez piocher au maximum 6 fois 2 cartes, 12 cartes. Et ce sont en fait les 12 cartes qui sont disponibles ici. Comme vous disiez, les 4 dernières, vous ne pourrez jamais les piocher, mais vous pourrez quand même, avec le pouvoir d'initiative qui permet d'aller visionner les cartes du deck, aller les consulter pour savoir les cartes qui restent dans le deck, et du coup connaître éventuellement les cartes dans la main de votre adversaire. Et on a fait le tour du coup des règles du jeu. Donc vous marquez les points à la fin de la manche, vous avancez votre marqueur. Vous reprenez toutes les cartes, vous remélangez tout, vous redistribuez donc 15, 15 et 16 en pioche. Et c'est le joueur qui aura le moins de points qui a l'initiative pour la nouvelle manche. Et qui donc entame avec éventuellement un pouvoir d'initiative, éventuellement piocher un jeton d'écré pour piocher des nouvelles cartes, et jouer une combinaison de cartes devant lui ou des cartes pouvoir. Et vous alternez, et vous jouez comme ça jusqu'à ce qu'un joueur arrive à 31 points, et dans ce cas-là, il est déclaré vainqueur. Il me reste à expliquer les petits événements, donc les cartes bleues. Tout simplement, quand vous voudrez jouer avec, à chaque début de manche, vous allez retourner la première carte événement, lire ce qu'il y a marqué dessus, et appliquer cet événement. Et là, je vous laisserai les découvrir, mais c'est quand même assez explicite à chaque fois. Donc là, on vous dit par exemple, lorsque vous passez, vous pouvez prendre l'une des cartes de ce pli dans votre main. Donc admettons, c'est à vous de jouer. On en est là. Il y a tout ça qui est en jeu. Vous passez, vous pouvez récupérer une des cartes qui est en jeu avant de les défausser. Donc ça, c'est un pouvoir qui va s'appliquer pendant toute la manche. Une fois que quelqu'un a vidé sa main de cartes et qu'on passe à la manche suivante, on défausse la carte en cours et on en dévoile une nouvelle. Et on lit l'effet et on l'applique pendant la partie. Donc il y a des effets qui feront rien.
Voilà, celle-ci, le calme, aucun effet, donc vous jouez une manche normalement, et il y a des effets qui vont avoir plus ou moins d'impact sur les décrets. Vous aurez des cartes face visibles, vous allez pouvoir échanger des cartes avec des cartes face visibles, enfin ça va changer un petit peu les règles, ça ajoute voilà un peu de variété, et c'est quand même assez intéressant de jouer avec, je trouve. Ça c'est la première chose. Là du coup vous avez toutes les règles du jeu de base. Et il faut savoir aussi que du coup dans le livret de historique, là vous avez un petit peu le détail des personnages et du contexte historique. Vous avez aussi 2 campagnes que vous allez pouvoir jouer et qui vont vous mettre en place du coup des mains de départ. Donc vous aurez peut-être remarqué en bas des cartes, vous avez des petits symboles ici qui sont utiles uniquement pour ces campagnes, sinon pendant la partie elles servent à rien. Donc quand vous jouez en mode campagne, les joueurs prendront, un joueur prendra toutes les cartes avec les ronds rouges, l'autre prendra toutes les cartes avec les hexagones bleus en tant que main de départ, puis piochera des cartes de la pioche aléatoire pour compléter sa main à 15 cartes, et on vous dira quel événement mettre en place pour jouer telle ou telle campagne. Et en fonction des résultats, il y aura des cartes qui seront rajoutées à votre main, d'autres qui seront défaussées. Il faudra juste suivre ce qui est marqué dessus. Vous avez 2 campagnes complètes, le prélude et la guerre, qui sont du coup voilà des petites parties un peu scénarisées avec des cartes imposées, que j'ai pas encore testées, mais bon, qui a le mérite d'exister. Une dernière chose, dans la boîte de jeu, donc qui est assez grosse, vous trouverez une boîte plus petite pour emporter le jeu et pouvoir y jouer en voyage, avec du coup à la place du plateau des petites cartes pour compter les points, à la place des grosses aides de jeu, des petites cartes aides de jeu, et à la place des jetons d'écret, des cartes d'écret. Donc en gros, vous avez besoin juste de toutes ces cartes-là, vous les mettez dans cette boîte-là, et vous avez l'intégralité du jeu. Donc vous avez une version, on va dire, avec du matériel un peu surédité pour jouer chez vous, et une version de voyage plus simple avec des simples cartes. Et on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire sur Chu-An, donc une bonne surprise. Un jeu de défausse pour 2 joueurs qui fonctionne vraiment bien, donc c'est une configuration assez particulière pour les jeux de défausse. Mais celui-ci, avec ses différents petits pouvoirs, le fait de pouvoir piocher, les éventuels événements si vous jouez avec, ça crée vraiment pas mal de possibilités, de stratégies différentes. Et ça crée pas mal de tensions entre les joueurs, donc c'est vraiment très intéressant à jouer. De mon point de vue, c'est une réussite. Bon jeu!